Le château. Les premiers châteaux forts sont en bois. Les seigneurs bâtissent des châteaux pour se défendre des attaques. Au premier temps du Moyen Âge, ces forteresses sont toutes en bois. On appelle ces châteaux des mottes. Les maisons sont protégées derrière une palissade de pieux et un fossé parfois empli d'eau. Il y a de grandes forêts, le bois ne manque pas. Les charpentiers assemblent les poutres et les planchers pour bâtir un donjon de 3 étages. En cas d'attaque, on s'enferme dans la tour et on retire l'échelle pour empêcher l'ennemi d'entrer. Le château fort en pierre, un très long chantier. Il faut de longues années et plusieurs centaines d'ouvriers pour élever les tours, les remparts et le donjon d'un château fort. Le seigneur veut une forteresse qui impressionne les autres seigneurs du royaume. Pour diriger les châteaux, il paye cher des maçons réputés. Ça crie, ça tape, ça travaille dur. Les tailleurs de pierre ajustent les blocs, les charpentiers confectionnent les échafaudages et les charpentes. Les forgerons fabriquent et entretiennent les outils en fer. Les villageois sont employés comme manœuvres. Ils portent les charges, préparent le mortier, creusent les douves autour des remparts. Le donjon, le logis du seigneur. Le donjon est la plus grande, la plus belle, la mieux protégée des constructions du château. Il sert de demeure au seigneur et à sa famille. Numéro 1. Les oubliettes ou prisons sont des petites pièces sombres et humides aménagées au sous-sol. Numéro 2. Le cellier est un endroit bien frais où sont conservés les aliments. Numéro 3. La grande salle sert à recevoir des invités. Le seigneur y prend ses repas. Numéro 4. La cuisine est vaste. Numéro 5. La chapelle où la messe est célébrée tous les jours. Numéro 6. La chambre du seigneur où il se distrait et se repose. Numéro 7. La chambre de la dame où l'épouse du seigneur s'occupe de ses enfants et fait de la tapisserie. Numéro 8. Le sommet du donjon où un guetteur veille en permanence pour donner l'alerte en cas de danger. Les tours de défense. Placées tout autour du château et de son entrée, les tours s'élèvent très haut au-dessus des remparts. Numéro 1. Les escaliers en colimaçon tournent toujours vers la droite. C'est fait exprès pour qu'en cas d'attaque, les assaillants aient du mal à manier leur épée qu'ils tiennent de la main droite. Numéro 2. La salle de repos permet aux soldats de prendre leur repas et de dormir, souvent sur une paillasse de foin posée par terre. Numéro 3. La salle de garde où se tiennent les soldats qui se veillent sur le château. Numéro 4. Le talus de la tour est incliné. Ce dispositif ingénieux empêche les assaillants de s'approcher avec une échelle. Il permet aussi que les cailloux lancés depuis le sommet de la tour rebondissent sur les ennemis. Numéro 5. Les meurtrières sont les seules ouvertures de la tour. À l'abri, les soldats peuvent tirer leurs flèches sans être atteints. Les remparts. Ces murs très épais entourent tout le château. Parfois, un second rempart s'élève dans la cour pour protéger le donjon. Les murs des remparts sont bien lisses afin que les assaillants ne puissent pas les escalader. Le chemin de ronde fait le tour du château. Des soldats y veillent en permanence. Les remparts se dressent tel un obstacle infranchissable. Si une rivière coule près du château, le fossé, au pied de la forteresse, est empli d'eau. La porte d'entrée. La porte d'entrée, entourée de tours, ressemble à un petit château. C'est pour cela qu'on l'appelle châtelet. Le pont-levis tout en bois qui franchit les douves ferme la porte. Les gardes le lèvent et la baissent grâce à de longues chaînes. Derrière le pont-levis, 2 herses, sortes de grandes grilles en bois et en fer, renforcent les défenses du château. Elles retiennent prisonniers les assaillants sur qui les défenseurs propulsent flèches et pierres par les trous de l'assommoir. Des réserves de nourriture. À l'intérieur des remparts, tout est prévu pour disposer d'importantes réserves de nourriture au cas où des ennemis assiégeraient le château. Dans la cour, on enlève de nombreux animaux, vaches, bœufs, chèvres, porcs, moutons, poules. Ainsi, les habitants du château ne manquent ni de viande fraîche, ni de lait, ni d'œufs. L'été, on remplit les greniers de foin, de paille séchée et de grains pour nourrir les animaux d'hiver. Dans le jardin potager, on fait pousser betteraves, fèves, salades.
À l'automne, après les vendanges, on remplit de vin les tonneaux. Chaque jour, il faut nourrir des dizaines de personnes, la famille du chevalier, ses soldats et tous les serviteurs qui travaillent au château. On mange beaucoup de pain cuit au four, on moule le blé au moulin. Au saloir, on recouvre les aliments de sel pour bien les conserver. On a besoin d'importantes quantités d'eau pour les hommes et les animaux. Le puits très profond atteint la grande nappe d'eau souterraine qui se trouve sous le château. On récupère également l'eau de pluie dans de grands réservoirs en pierre. La forge. Dans sa forge, le forgeron est un homme indispensable. Chacun a besoin de lui pour fabriquer de nombreuses pièces en fer. Le feu est toujours allumé dans la forge. Un soufflet active même les flammes afin d'augmenter encore la chaleur indispensable pour faire rougir et ramollir les morceaux de fer. Pour éviter tout risque d'incendie dans le château, la forge est construite à l'écart des autres bâtiments. Le forgeron confectionne des chaînes, des cercles pour renforcer les roues des charrettes ou tenir les tonneaux, des étriers, des outils. Le forgeron ne manque pas de travail. Une des tâches principales consiste à fabriquer des fers pour tous les chevaux du seigneur et de ses chevaliers. Il doit également fabriquer des clous pour les fixer. Le forgeron modèle le morceau de fer pour lui donner la forme d'un fer à cheval, puis il le plonge dans l'eau froide pour qu'il garde sa forme. Aidé par un écuyer, le forgeron cloue les fers sous chaque sabot. Ainsi protégés, les chevaux se blessent moins sur les cailloux des chemins. L'armurerie. L'armurier fabrique et entretient les armes des soldats et des chevaliers. Il façonne aussi les casques et les armures. Sur l'enclume, l'armurier aplatit ce bout de fer pour en faire une épée. Puis il aiguise la lame de l'épée sur une meule de pierre. L'armurier et son compagnon sont très occupés. Ils doivent emmancher les pics et les haches, couvrir la poignée de l'épée d'une bande de cuir pour qu'elle ne glisse pas dans les mains, préparer les flèches, des arcs et des arbalètes. Pour confectionner un casque, l'armurier chauffe une plaque de fer et la pose sur une pièce de bois grosse comme une tête. Il tape sur la plaque jusqu'à ce qu'elle prenne la forme du crâne. Après de nombreux coups de marteau bien frappés, le casque est prêt. L'armurier garnit l'intérieur d'une protection en cuir ou en tissu. L'armurier fabrique également des différentes pièces de l'armure. Comme un tailleur, il prend les mesures du corps du chevalier. Celui-ci vient régulièrement faire des essayages car l'ajustement n'est pas facile. Le chevalier doit pouvoir bouger sans être gêné. Les armes des fantassins. Ces soldats n'ont pas de chevaux, ils se battent à pied auprès des chevaliers, ils sont à peine protégés car ils n'ont pas vraiment d'armure. Les fantassins portent un épais vêtement de cuir et un casque. S'ils le peuvent, ils récupèrent la cotte de maille d'un de leurs adversaires. Ils se protègent des coups grâce à un bouclier en bois renforcé par des plaques de fer. Le fantassin se bat avec numéro 1, une pique, numéro 2, une hache, numéro 3, une hallebarde, numéro 4, une dague, numéro 5, une masse. Parfois, il utilise aussi l'épée des chevaliers. L'arc des archers. Il faut beaucoup de force pour tendre la corde de l'arc. L'archer doit être très habile pour tirer loin et viser juste à coup sûr. L'arc est très grand, aussi grand qu'un homme. Il est taillé dans du bois d'if et sa corde est tressée avec du lin. Les flèches peuvent être longues de 90 cm. Elles portent une pointe en fer pouvant transpercer les cottes de mailles. Pour qu'elles partent bien droit, on les place des plumes de canard à l'autre extrémité. L'arc est tendu dans la main gauche, la flèche et la corde dans la main droite. Un excellent archer peut tirer 10 flèches à la minute. L'arbalète, c'est une arme redoutable car elle est très précise, beaucoup plus qu'un arc. Hélas, elle ne permet pas de tirer aussi vite. L'arbalète tient à la fois de l'arc et du fusil. Elle tire des flèches qu'on appelle des carreaux. L'arbalétrier la tient appuyée contre son épaule. Grâce à la tension très forte de la corde, la flèche peut atteindre une cible située à 200 mètres. Pour charger l'arbalète, il faut tendre la corde avec la manivelle, placer le carreau et appuyer sur la détente.
La corde est libérée et la flèche part. Un arbalètrier très rapide tire une flèche à la minute.